acquis, des défis et des perspectives de notre pays en matière de promotion, de protection des droits de l'homme. Alors, je dois dire qu'après vous avoir écouté, je pense que notre soirée tient vraiment ses promesses. Et vous remercier sincèrement pour cela, en particulier les deux porte-paroles officiels, mais également tous ceux qui ont pris la parole pour compléter leurs propos. J'ai pris bonne note de ce qui a été dit. Et vous vous doutez bien qu'il est difficile de reprendre point par point à chacune des préoccupations soulevées. Autrement, nous passerons encore des heures et des heures ici. Mais nous avons un avantage ce soir, c'est d'avoir autour de cette table non seulement un ministre en exercice, mais deux ministres. Deux anciens ministres des droits de l'homme, qui connaissent bien l'histoire de notre pays, qui l'ont dirigé dans des temps troubles. Jean Degris, dans une période trouble, Madame Polo, dans une période plus récente, mais également trouble. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui autour de cette table à trois, plus aujourd'hui le statut de Madame et le statut de Jean Degris au niveau du panel Watch, suffisamment de recul comparé pour apporter une réponse ou en tout cas des perspectives, des solutions aux préoccupations légitimes qui ont été évoquées ce soir. Le coordonnateur des systèmes de la société l'a évoqué. Le gouvernement togolais n'est pas dans le déni. Mon rôle n'est pas de venir vous dire tout est parfait dans mon pays. Le gouvernement a fait le meilleur. Nous avons fait les meilleures lois. Et nos forces de l'ordre, de sécurité, nos prisons sont 4 étoiles, etc. Vous les vivez tous les jours avec nous. Mais il y a des prismes sous lesquels vous abordez les sujets et des prismes sous lesquels le gouvernement aborde les sujets qui ne sont pas forcément les mêmes. Et qui d'une certaine manière apportent les divergences d'opinion et de lecture que nous avons des mêmes situations. Madame Polo l'a relevé. Beaucoup de différentes interprétations de la même loi. Et pourtant, cette loi est écrite dans le même français, que nous parlons tous ensemble. Parce que précisément, nos priorités et nos pressions ne sont pas les mêmes. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte particulier. Et le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui d'un point de vue politique, vous avez pu le remarquer depuis 2 ans, notre pays a été soumis à de rudes épreuves. Émotionnelles, politiques, institutionnelles, de tous ordres, juridiques. Ce contexte est un contexte qui marque, et si nous ne faisons pas attention, nous échappons à un pan important de notre histoire, il marque un moment de changement radical dans la vie des Togolais. Nous ne pouvons pas l'ignorer. D'un point de vue politique, nous sommes aujourd'hui en plein renouvellement de la classe politique togolaise. Naturellement, tout changement va avec de la résistance, mais aussi de l'impatience. Et sur ces 2 points, nous devons pouvoir les analyser avec un peu de recul. Le deuxième point sur le plan sécuritaire aujourd'hui, on ne peut pas ignorer que sur la côte ouest africaine, nous sommes aujourd'hui le seul rectangle qui, pour l'instant, n'a pas encore connu date majeure. Jusqu'à là, nous tenions la part d'or avec le Ghana, et il ne vous a pas échappé que cette semaine encore, il y a eu des prises d'otages au Ghana. Après ce qui s'est passé au Bénin et ce qui se passe au Burkina Faso. Naturellement, le Togo restant le seul cadre, nous prions pour que cela ne vienne pas encore chez nous. Mais c'est un contexte que nous ne pouvons pas ignorer. Le chef de l'État l'a dit dans son adresse au Parlement, que nous avons connu chez nous des problèmes sécuritaires récemment avec le démantèlement d'un certain nombre de cellules terroristes dans notre pays, dans nos voisinages. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Et je pense que nous ferons une erreur de discours fondamental en considérant qu'il s'agit simplement d'un chiffon rouge que le gouvernement agite parce que sur des préoccupations politiques et qu'il s'agit d'une instrumentalisation de la sécurité au fin d'éteindre la voie des droits de l'homme. Vous ferez une erreur, nous ferons une erreur si nous partons sur cette analyse. Il me semble que nous devons prendre la mesure du danger qui nous entoure et à partir de ce moment, nous poserons une réflexion plus appropriée à la situation et que nous définirons le cadre dans lequel les droits de l'homme doivent s'accommoder de ces contraintes externes qui, malheureusement, nous tiennent un peu en corset tous ensemble. Donc c'est fondamental à cela. Vous avez évoqué un certain nombre de questions et je me réjouis. Cela peut vous paraître bizarre quand même de le dire, mais quand je regarde les points clés qui ont été évoqués, qui tournent autour des manifestations, autour encore du cadre résiduel lié à la torture, il me semble donc que finalement, notre pays a fait quand même de grands progrès sur les autres thématiques liées aux droits de l'homme. Puisque aujourd'hui, nos grandes préoccupations tournent d'abord principalement autour de ça. Je laisse les préoccupations spécifiques liées par exemple aux industries extractives que notre ami a évoquées, la question des femmes qui ont été évoquées, par exemple, ou la question des personnes âgées, qui sont des questions fondamentales. Je ne les néglige pas, je ne les minimise pas. Mais nous avons fait de très grands progrès, je pense que nous devons d'abord en être conscients, les évoquer. J'ai reçu une organisation qui me dit, oui, vous faites de grands progrès, j'en prends acte. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la dénonciation de ce que vous ne faites pas. Je dis, oui,
Malheureusement, si nous rentrons simplement dans l'invective, les uns contre les autres, que nous approchons les choses en faisant des attaques ad hominem, nous nous braquons réciproquement et nous braquons tous ceux qui sont en capacité de faire ou de faire avancer le chemin. Il me semble que c'est fondamental que nous prenions du recul sur cette question importante. J'ai entendu les jeunes parler tout à l'heure. Industrie extractive, environnement, femmes, enfants, droit économique, droit social, etc. Il est difficile de créer dans un programme national de développement comme celui-ci un point réservé aux droits de l'homme, sinon nous absorbons la totalité de tous les autres secteurs. Donc nous sommes présents dans la totalité du cheminement du PND et je crois que c'est fondamental parce que chaque aspect, qu'il soit économique, social, culturel, sécuritaire, etc., a une dimension droit de l'homme. Et un intervenant a évoqué la nécessité pour nous d'inclure l'approche droit de l'homme dans toutes les politiques sectorielles que nous avons. Nous y travaillons avec nos collègues aujourd'hui et très bientôt nous organiserons, je ne sais pas si c'est sous la forme d'un atelier ou en tout cas d'une rencontre, mais nous nous retrouverons autour de cette question-là et le Premier ministre nous a instruit dans notre lettre de mission de travailler à pouvoir mettre en place cette approche basée sur les droits de l'homme dans toutes les politiques sectorielles. C'est un défi majeur et ce n'est pas acquis, je vous le dis, je suis très optimiste, mais en même temps, il faut être pragmatique, ce n'est pas quelque chose qui va être réglé en quelques mots. En quelques mots pour résumer tout ce que nous avions dit. Je pense aujourd'hui que nous devons faire une analyse objective de la situation des droits de l'homme en nous basant au moins sur deux points. Le premier point, c'est le renforcement des défenseurs des droits de l'homme. Le deuxième point, c'est le renforcement de la défense des droits de l'homme. Sur le renforcement des défenseurs des droits de l'homme, vous me permettez d'avoir aussi mon heure de vérité vis-à-vis de vous. La majorité telle que nous le percevons n'est pas professionnelle. Nous vivons avec des organisations que nous percevons aujourd'hui comme des organisations qui s'improvisent, qui sont sur la place et qu'on peut compter sur les deux mains les doigts de deux mains. Globalement, on arrive dans un secteur dans lequel toute association s'autoproclame défenseur des droits de l'homme. Nous n'avons pas de critères de reconnaissance, nous n'avons pas de critères de professionnalisme, nous ne savons pas sur quelle base ces personnes se sont déclarées défenseurs des droits de l'homme et réclament la contrepartie en protection concernant leur statut autoproclamé. Il est nécessaire que le secteur travaille lui-même à se purifier et à établir les critères selon lesquels il cote ou reconnaît ses pairs comme défenseurs des droits de l'homme. Le gouvernement ne souhaite pas, lui, mettre en place des critères d'identification des organisations des droits de l'homme. Alors je vous renvoie la balle, en tant que ministre des droits de l'homme. Voilà le métier que je vous confie ce soir. Il me semble qu'il est fondamental que vous fassiez, en tant qu'organisation des droits de l'homme, le travail d'identification, le travail d'auto-qualification au sein de la corporation sur ce qu'est le droit de l'homme. Deuxième observation, beaucoup d'organisations des droits de l'homme, malheureusement peut-être sur l'opportunité de notre vie politique ou les circonstances tumultueuses que notre pays a traversées, se sont trop, vous m'excusez le terme, accoquinés avec les partis politiques. La confusion s'est établie dans les esprits. Quelle organisation est un appendice d'un parti politique quand sur la même coalition des partis politiques on trouve des organisations qui se proclament défenseurs des droits de l'homme? Il me semble qu'on peut faire la défense des droits de l'homme en étant virulent contre le gouvernement, en ayant sa logique de critique ferme contre un gouvernement, sans forcément s'allier à un parti politique. On peut garder son indépendance. À partir du moment où on se mélange avec des partis politiques qui ont un statut différent, qui ont des méthodes différentes, il est évident que la réponse qu'on apporte aux partis politiques en termes de réponse méthodologique s'applique aussi à tous ceux qui s'approprient aux partis politiques dans cette œuvre-là. Donc la confusion va s'établir et va faire que nous n'avions plus de lisibilité sur la distinction entre les organisations sérieuses des droits de l'homme, les partis politiques, les organisations qui utilisent le clairon des droits de l'homme parce qu'il y a un objectif d'atteinte au pouvoir et ceux qui veulent la beauté des droits de l'homme pour la beauté des droits de l'homme. Dans notre lettre de mission, de mettre en place une loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et nous avons ce travail à faire. Après avoir échangé avec mes collègues, notre stratégie a été de dire, nous allons plutôt demander à la société civile de nous en proposer une. Parce que, c'est ce que je vais évoquer dans la seconde phase, nous pensons que nous devons aller sur une co-législation. C'est-à-dire, nous abordons les questions qui vous concernent, non pas de façon octroyée, ce n'est pas à nous de décider spécialement pour nous, nous pouvons le faire. Mais si vous ne prenez pas l'initiative, nous le prenons. Et ça, je vous assure que je vais le faire très vite. Mais, je préfère encore avoir un draft de zéro qui vient de vous. Parce qu'à ce moment, vous aurez fait la réflexion, vous aurez mis vos critères qui vous paraissent acceptables de votre niveau. Et ensuite, nous ouvrons un dialogue autour des dispositions du projet qui a été mis sur la table. Et j'ai donc instruit mes services, dans le cadre de la plateforme multi-acteurs, de commencer une réflexion ensemble avec la société civile pour produire un draft zéro de loi qui nous permettrait d'engager un dialogue avec vous sur ce sujet-là.
Il nous faut donc une loi pour protéger. Nous sommes engagés à faire cette loi avant la fin de l'année. La session parlementaire actuelle va s'achever dans quelques jours. Nous avons la deuxième session parlementaire qui va commencer le premier mardi du mois de septembre en tenant compte de la réforme du 8 mai. Et nous devons être prêts, à mon avis, pour que nous puissions passer notre test à cette session parlementaire. C'est le défi que je vous lance ce soir. Je voudrais, si vous êtes capable de vous proposer un test sur ma table avant la fin de l'été et que moi, je puisse derrière travailler avec mes collègues et le poser sur la table de monsieur le président de la Commission des droits de l'homme qui est ici avant la fin de la session, alors nous relevons le défi ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord de saisir ce défi? Si vous êtes d'accord de saisir, alors ma première partie est en train de se faire. Sur la seconde partie qui concerne le renforcement des droits de l'homme, trouver la meilleure solution, mais cette solution, nous la trouverons ensemble avec vous. Le gouvernement n'a pas le monopole de l'intelligence et ne prétend pas non plus l'avoir. Mais nous avons besoin de partager cette intelligence autour de ces sujets. Vous avez évoqué la question d'impunité. La question de l'impunité, c'est une question majeure. Mais je voudrais vous rassurer, mes chers frères et sœurs, que ce soir, ma stratégie et ma logique est saine. Une partie de notre histoire a été apurée par la CVJR, à satisfaction ou non. Elle a mis une date sur le traitement antérieur de ce genre de situation. Le HCOUN aujourd'hui travaille à régler ces questions-là. Il me semble que nous n'avons pas, nous, le droit d'aller interférer dans ce traitement qui était en train d'être fait d'une part de notre partie de l'histoire. En revanche, les questions postérieures, bien évidemment, nous sommes toujours disponibles à pouvoir continuer à les faire avancer, puisque eux ne relèvent pas de ce régime-là. Le gouvernement est disposé à pouvoir travailler là-dessus. Mais une fois encore, la question de l'impunité, nous la traitons à plusieurs étages. Premier étage, aujourd'hui nous avons un code pénal depuis 2015 qui a renforcé un certain nombre de dispositions. La torture par exemple est rendue aujourd'hui imprescriptible. Nous allons dans le prochain code de procédure pénale, nous essayons de faire passer l'idée encore gagner, je ne vous cache pas, il y a des résistances encore là-dessus, mais de faire en sorte que l'ensemble des crimes deviennent imprescriptibles en République togolaise. Parce qu'à partir de ce moment, nous réglerons probablement une part psychologique de la question de l'impunité en attendant que nous ayons le mécanisme concret de leur mise en œuvre. Mais vous savez, n'agitons pas toujours le chiffon de l'impunité comme une chasse aux sorcières. Parce que vous renforcez les résistances mentales à l'évolution sur les droits de l'homme. Et cela ne vient pas malheureusement du gouvernement comme vous pouvez parfois le penser. Quand vous vous effrayez, vous créez un système d'autoprotection. Il me semble que nous devons aborder ces sujets en prenant de la hauteur, en voyant l'avenir, le présent et l'avenir, et en tirant les meilleures leçons de l'histoire. Mais si nous retournons simplement dans le rétroviseur tout le temps, il me semble que nous ferons un accident de la route. Il est important que nous conduisions le regardant devant, en jetant des coups d'œil dans l'histoire, mais en nous inspirant cette histoire pour avancer sur tout. Voilà quelques propos que je voudrais partager avec vous. Mais je voudrais surtout vous assurer que notre rôle est de renforcer les institutions. Je prends la gouvernance, madame a évoqué la question de la gestion des ressources et des données publiques. Aujourd'hui, par exemple, la Cour des comptes est en pleine réforme. Un test passera d'ici, j'espère, à la fin du mois prochain, où nous créons, par exemple, à l'intérieur, nous avons donné dans la dernière réforme du 8 mai les compétences sur la discipline budgétaire à la Cour des comptes, qui permet désormais à la Cour des comptes de juger les comptables publics, les ordonnateurs et les vérificateurs, y compris les passations de marché, tous les responsables de marché pour les fautes de gestion qu'ils peuvent commettre là-dessus. Mais au-delà de ces questions, vous avez noté que l'article 145 de la Constitution sur la déclaration des biens, par exemple, a été renforcé. Le nombre de personnes qui doivent déclarer leurs biens ont été renforcés dans cette disposition. Et aujourd'hui, le gouvernement travaille à la loi sur la procédure et les modalités de déclaration des biens. Ce texte, normalement, devrait passer à l'Assemblée nationale avant la fin de la session ordinaire actuelle. Le président de la République en avait fait la promesse le 26 avril dans son discours et il sera adopté. Nous avons besoin d'un temps d'adaptation nécessaire, forcément, parce qu'il faut faire de la pédagogie. Avec Raplucia, nous travaillons sur cette question, mais nécessairement, nous arrivons progressivement à cette déclaration des biens et des avoirs, des personnalités et de tous ceux qui sont administrateurs des crédits publics. C'est fondamental. Vous pouvez suivre avec nous toutes ces questions que je suis en train d'évoquer ce soir. Ce ne sont pas des promesses que je jette en l'air, ce sont des questions concrètes. Donc voilà les points sur lesquels nous travaillons. Monsieur a évoqué la question des personnes âgées. J'ai le plaisir de vous dire que le Togo va ratifier, en tout cas l'Assemblée nationale, nous espérons que nous donnerons l'autorisation de ratifier la convention qui protège les personnes âgées. Le gouvernement a fini son étude et sera transmis par le Premier ministre fin de ce mois à l'Assemblée nationale pour être étudié. Et le texte dont vous parlez, malheureusement, a disparu des archives du ministère. Donc, nous sommes en train de le ressortir avec la ministre chargée des Affaires sociales pour pouvoir le redépoussiérer sur les personnes âgées et pouvoir le faire. Vous avez noté vous-même que le président de la République a évoqué sa préoccupation sur le sort des personnes âgées, de retraitées, etc. et la nécessité de les prendre en compte. C'est ce qui a amené, entre autres, sur le renforcement des revenus à la prise de départ à la retraite qui a été annoncée pour le 1er janvier
à venir, mais également la construction de ces deux bâtiments qui ont été proposés par le chef de l'État. Et ensuite, nous renforcerons la législation là-dessus. En tout cas, nous travaillons avec vous si vous êtes disposés. Nos collaborateurs sont là pour prendre leur contact et nous avancerons ensemble sur ces questions. Pour terminer, je voudrais simplement vous rassurer aujourd'hui que vous avez une Commission nationale des droits de l'homme, vous avez un ministère, vous avez les institutions de la République qui sont disponibles. Venez ensemble, ne nous regardons plus en chien de faïence. Il n'y a pas les organisations de la société civile d'un côté de la route, le gouvernement de l'autre côté de la route, et nous voyons passer les violations sur la route. Je pense que nous avons tous à jouer la police sur cette route-là, à faire en sorte que les droits de l'homme soient respectés, parce qu'il s'agit de vos droits, il s'agit des miens. Et ils ont besoin de cet argent pour survivre et pour mener leurs activités. Mais faisons attention à ne pas transformer les droits de l'homme en des systèmes de buzz, où nous prenons des nouvelles, nous les agrandissons, nous leur donnons un contenu qui fasse buzz. Parce que oui, nous faisons un buzz, mais au fond, quel est le gain final? Il me semble qu'une bonne démarche consisterait à vous rapprocher des organisations, à pouvoir discuter tête à tête sur le sujet, à arrêter les solutions ensemble, de sorte à pouvoir avancer. Nous avons choisi de ne pas rentrer dans les polémiques. C'est pour ça que certains rapports qui ont été publiés, et notons récemment, ils ont fait allusion à cela, qui nous semblait ne pas apporter quelque chose de supplémentaire à la connaissance de ces sujets sur lesquels le gouvernement a eu l'occasion de se prononcer au moment où ils se sont passés. Il n'était pas nécessaire d'ouvrir une polémique. En revanche, je suis preneur d'une réflexion pour aboutir, mais pas sur une polémique pour justifier de la mort de X ou de la mort de Y. Parce que quelque part, ça revient un peu à la manipulation de la détresse et du deuil des familles. Et il me semble que c'est gênant pour les droits de l'homme. Ce que nous devons faire, c'est plutôt de tirer les conséquences de dire plus jamais ça. Et comment nous faisons pour que, au-delà du discours, ça soit vraiment plus jamais cela.